is very high, so it's likely. And I was so I was having a great time. You can use that. It also has things like, is it underexposed? What's the tilt angle? Bonjour à tous. Je m'appelle Laurent Bernaille, je suis CTO chez D2SI. Là, l'idée de cette présentation assez rapide, une vingtaine de minutes, c'est de vous donner une idée des challenges, des premiers challenges qu'on rencontre quand on passe en production avec Docker. Donc j'espère que je ne vais pas vous faire trop peur, mais l'idée c'est de vous dire qu'il y a quand même quelques sujets compliqués qu'il faut bien prendre en considération. Alors, chez D2SI, on a de la chance au sens où on fait du Docker maintenant. Ça doit faire, ça fait plus de 2 ans qu'on fait du Docker avec beaucoup de nos clients. Et on commence à avoir pas mal d'expérience sur comment ça se passe quand les gens passent en production avec Docker. Et alors c'est un petit peu caricatural, mais ça commence souvent, comme la ligne que j'ai mis là-haut, c'est écoutez, je vois pas bien le problème, nous on fait du Docker en développement depuis très longtemps, vous n'avez qu'à prendre nos images et les faire tourner en production et ça va marcher tout seul, vous embêtez pas pour le déploiement. Ou alors, franchement, c'est super simple, regardez notre README, regardez nos images, vous mettez ça et ça va marcher tout seul. Donc ça, c'est heureusement pas toujours le cas, mais ça arrive assez fréquemment. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples de choses auxquelles on a été confrontés. Donc ça, c'est le README de référence pour comment les équipes de développement installaient Docker dans une des équipes avec lesquelles on a travaillé. Donc, je ne sais pas si vous êtes très familier avec Docker, mais globalement, en gros, là, l'idée de ces quelques scripts-là pour installer, c'est de dire, en fait, on monte son répertoire de développement dans un conteneur et ensuite on exécute plein de commandes pour tout installer. Vous imaginez bien la robustesse de ça pour le déployer en production, c'est pas génial et c'est pas trop la philosophie de Docker. Et ensuite, c'est regarder nos images, elles sont super, vous pouvez les prendre telles quelles. Donc là, c'est un exemple, c'était des microservices, vous voyez à quel point ils sont micros, il y a des images 1 giga 5, la plus petite fait 800 mégas. En regardant dedans, il y a du Maven, des images, il y a plein de choses. Alors, on parle pas forcément beaucoup des images au début quand on parle de Docker et qu'on envisage de le passer en production. Et c'est un très gros sujet et c'est souvent la première confrontation des équipes opérationnelles avec Docker, puisque c'est ça que fournissent les équipes de développement. Alors, il y a en soi, les images, ça pourrait être un talk complet, et il y a plein de gens qui font déjà ça. Je vais juste passer rapidement sur des sujets qui me semblent importants. Au niveau du contenu des images, ce qui est important, c'est qu'évidemment, il faut le runtime, donc PHP, Java ou Node.js, peu importe. Mais il faut aussi l'application, ce qui permettra de garantir qu'on a la même image entre le développement, la pré-production et la production. Et bien sûr, pas de configuration. On a encore pas mal d'équipes qui fournissent des images Docker dans lesquelles il y a la configuration de l'application. Alors, si c'est possible, faites des petites images. En termes de manipulation, c'est beaucoup mieux. Et faites attention sur la partie sécurité. Je disais tout à l'heure, encore dans beaucoup d'images avec lesquelles on travaille, dedans il y a des outils de build. Essayez d'éviter d'avoir Maven ou GCC dans vos images, c'est pas fantastique. La partie metadata, alors ça c'est une partie importante quand vous allez faire tourner Docker pendant un moment, si vous allez vous rendre compte que vous avez des images qui sont en train de marcher en production, qui tournent, et plus personne n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans. D'accord, ça on en a créé plein et on sait plus ce qu'il y a dans une image. Et c'est assez difficile de retrouver juste avec l'image comment elle a été construite et ce qu'elle contient. Et donc là, il y a plein de solutions pour ça. Encore une fois, pas trop de détails, mais vous pouvez utiliser des labels pour dire cette image elle a été construite avec telle version de PHP, avec telle version du framework Zend, des choses comme ça. Et vous pouvez même inclure le Dockerfile dans l'image, c'est très pratique. Vous le codez juste au début et ça permet d'être sûr que vous saurez comment l'image a été construite à l'origine. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de la suite, mais clairement, est-ce qu'il y a un ou plusieurs processus dans les conteneurs? C'est des sujets compliqués. Comment on construit l'image? C'est pareil, des sujets un petit peu difficiles. Je vais par contre parler un petit peu des base images. Alors, il y a plusieurs stratégies sur ça. La stratégie, la première, qui est assez naturelle, c'est de commencer avec une description standard, donc Ubuntu ou Debian par exemple. De plus en plus, il y a une invitation de Docker en particulier à utiliser des images comme Alpine. Alors, ça marche très bien, c'est des Linux qui sont tout petits et qui sont très réduits, c'est intéressant. En revanche, vous pouvez quand même avoir des surprises en termes de comportement, c'est pas la même libc, donc faites attention. Et ensuite, dans les choses encore plus naissantes, il y a des projets qui visent à même pas avoir de distribution, même pas minimum dans les images. Donc par exemple le projet Distroless, où il y a vraiment juste le runtime applicatif sans distribution. Donc faites attention, sur la partie image, c'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet qui n'est pas évident, auquel on ne pense pas forcément au premier abord, et qu'il faudra bien traiter entre toutes les équipes.
Alors, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur les images, il faut savoir comment on va faire pour gérer leur cycle de vie. Alors, une des premières questions que vous allez vous poser, hein, c'est où est-ce que vous allez stocker les images, dans quelle registry. Donc, il y a plein de solutions aujourd'hui qui sont tout à fait valables. Je vous recommande quand même pas de builder votre propre registry, hein, c'est tout à fait possible de le faire, mais gérer la scalabilité et la résilience, c'est pas évident. Et ensuite, hein, juste en termes de bonnes pratiques de base, hein, dire voilà, il faut que le build des images soit fait dans la chaîne de CI. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais utilisez le versionning, hein, sur vos images, s'il vous plaît, pas latest. Encore aujourd'hui, le nombre de chaînes de CI qui build des images latest, qui les poussent vers la registry, c'est très difficile de mettre à jour, on ne sait jamais ce qui tourne. Donc utilisez soit des tags, soit des numéros de commit Git, enfin peu importe, mais au moins taguez toutes vos images systématiquement. C'est pareil, je pense que sur la sécurité, le talk de Stéphane de Docker tout à l'heure en parlera un petit peu, mais pensez à scanner vos images, hein, c'est quand même si c'est distribution Linux minime, il y a plein de choses dedans. Donc scannez-les au moment où vous les buildez et de manière régulière pour savoir s'il y a des failles de sécurité qui doivent être réparées. Donc Docker Enterprise fournit une solution pour ça. Il y a aussi un projet open source de CoreOS qui permet de faire ça. Pensez bien à le faire. Donc voilà, donc une fois que vous aurez fait ça, hein, vous aurez vos images, vous saurez comment les builder. Et la question qui se pose ensuite, c'est où est-ce que je vais faire tourner mes conteneurs? D'accord, donc a priori ça paraît assez simple, hein. On prend un serveur, on installe Docker dessus et puis on fait un run de l'image. Dans le détail, c'est plus compliqué, il y a plein de questions à se poser. Assez simplement, la version de Docker à utiliser. Il y a des versions de Docker qui sortent régulièrement. Est-ce que vous voulez la toute dernière? Est-ce que vous voulez celle qui est supportée par votre distribution? Est-ce que vous en voulez une minimale pour supporter certaines fonctionnalités? C'est des sujets qui sont importants. Ensuite, l'OS de base, alors ça c'est c'est pareil, c'est une très grosse question qui n'est pas du tout tranchée, hein. Aujourd'hui, il y a deux approches. Soit vous utilisez une distribution Linux standard, donc celle avec lesquelles vous êtes familier, hein, que ce soit Debian, Ubuntu ou Red Hat, CentOS, ou alors des distributions spécialisées. Donc j'ai mis quelques exemples ici, hein. Donc c'est des distributions qui sont vraiment faites juste pour faire tourner des conteneurs. Il y en a plein d'autres, hein. C'est une liste très, très minime. Alors c'est probablement vers ça que va le marché, clairement. En revanche, c'est un grand changement en termes d'opération et de compétences pour vos équipes. Et donc ça peut valoir la peine d'attendre un petit peu avant de passer à ça. Alors, le sujet qui est dessous est un peu trop détaillé pour le talk qu'on a ce matin. C'est juste que je ne pouvais pas ne pas en parler, hein. C'est quel système de stockage utiliser. Ça reste une question qui est compliquée avec Docker. Comment on va stocker ces images sur disque? Aujourd'hui, il n'y a pas de solution magique. Donc, essayez de suivre les bonnes pratiques qui sont données par Docker en fonction de l'OS. Il y a des tableaux pour dire sur tel OS, telle version, vous utilisez tel storage driver. Ça vous évitera plein de surprises. Nous, on a eu plein de problèmes en mélangeant ces choses-là. Ça ne se comporte pas toujours très bien. Et la dernière chose sur les hosts qui vont tourner les conteneurs, c'est bien sûr comment on va les mettre à jour, parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'être mis à jour. Alors, est-ce que je reconstruis les serveurs que j'ajoute au pool? Est-ce que je patch les serveurs qui sont en place? Voilà, bien penser à intégrer ça dans vos réflexions. Et enfin, alors c'est pareil, ça paraît un peu un détail, mais je vous le dis, puisque de retour d'expérience, on a le problème dans quasiment tous les projets. Pensez dès le début à gérer le nettoyage des images sur les hosts, parce qu'à force de faire tourner des conteneurs, vous allez avoir plein d'images, et des file system full, vous allez forcément l'avoir, quoi. Donc pensez à le mettre dès le début, c'est important. Alors encore, hein, sur cette partie-là, il n'y a pas de choix évident ni facile, donc essayez de vous limiter à quelque chose qui marche, et pas faire des assemblages un peu originaux à ces sources de mauvaises surprises. Donc, alors, on a dit comment on faisait tourner des conteneurs, mais il y a une question qui est un petit peu difficile, c'est que historiquement, les conteneurs Docker, c'était essentiellement des conteneurs stateless, donc des conteneurs qui portaient des frontaux web ou des serveurs d'applications sans données. Et évidemment, dans vos applications, vous avez forcément des composants qui portent des données, des bases de données par exemple. Et la question, c'est comment je fais pour faire tourner ces conteneurs-là dans mon environnement. Donc c'est un petit peu différent des autres. Alors il y a plusieurs stratégies, hein, donc la plus simple, c'est probablement d'utiliser des solutions comme NFS, hein, donc faire en sorte que toutes vos données persistantes soient sur NFS, qui fait que où que votre conteneur soit démarré dans votre pool de machines où il y a des conteneurs, il va pouvoir récupérer ces données. Donc ça marche très bien. En revanche, faites attention quand même, parce que si jamais vous avez des bases de données avec pas mal d'IO, NFS, c'est pas forcément le meilleur choix, quoi. Alors, de plus en plus, on voit apparaître, mais ça reste encore assez jeune, des solutions qui sont dans les orchestrateurs ou des plugins de Docker qui permettent d'attacher des solutions de stockage et d'avoir directement des volumes dans les conteneurs. Donc ça, c'est des solutions qui, d'après moi, sont encore un peu jeunes, mais qui existent. Et ensuite, il y a la partie un peu plus
comment dire, sport, quoi. C'est de dire, bah, en fait, on a des systèmes distribués pour les stockages de bases de données, et donc on n'a pas besoin de persistance dans le temps. Finalement, le cluster va se reconstruire tout seul. Alors, le truc le plus créatif auquel j'ai été confronté, c'est le premier. C'est de se dire, bah, si on va faire tourner MySQL dans des conteneurs, on ne va pas persister les données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cluster Galera de 3 conteneurs Docker. Alors, ça marche. Techniquement, ça marche. Le cluster monte. C'est pas évident, mais ça marche. En revanche, le jour où vous avez un problème, franchement, c'est un cauchemar, quoi. C'est un cauchemar parce que si vous avez déjà fait du Galera, il faut démarrer MySQL avec des options particulières, donc il faut détruire les conteneurs, les recréer. C'est un enfer. Donc s'il vous plaît, ça, ne le faites pas, quoi. Évitez. Alors, j'ai moins de retours sur des trucs qui sont nativement plus clusterisés, comme Elasticsearch ou Cassandra. Je pense que ça sera plus facile que l'exemple que j'ai donné avant. Ça reste quand même pas évident. Aujourd'hui encore, hein, alors c'est le message qu'on donnait déjà il y a un an, on disait faites pas forcément tourner des conteneurs avec des données persistantes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible que ça l'était il y a un an et demi. Cela dit, si vous pouvez éviter, c'est pas mal. Si vous faites du cloud, utilisez les services managés pour les bases de données, ça sera vous serez beaucoup plus serein. Alors, maintenant, donc, on a un petit peu parlé de comment on allait faire tourner nos conteneurs et du fait qu'on allait probablement pas mettre de data dedans. Et une des nouvelles questions, c'est comment on déploie ces conteneurs. Alors, aujourd'hui, hein, si vous suivez un petit peu ce qui se passe en ce moment, la réponse à ça, c'est il faut déployer un orchestrateur. Donc, on aura un talk spécifique sur ça dans l'après-midi. Hein. Donc Kubernetes, Swarm, ECS, ce que vous voulez, hein, il y en a même d'autres. Alors effectivement, les orchestrateurs ont plein de fonctionnalités, mais malgré tout, c'est un niveau d'abstraction supplémentaire et ça rend les diagnostics beaucoup plus complexes. Là pareil, j'ai plein d'exemples de clients qui nous disaient on fait tourner du Kubernetes, notre application est lente, on ne sait pas pourquoi. Et en commençant à diagnostiquer, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des conteneurs qui étaient redémarrés des centaines de fois par jour. Mais comme Kubernetes redémarrait le conteneur, personne ne s'en rendait compte. Sauf qu'il était quand même redémarré des centaines de fois par jour. Vous imaginez ce que ça peut dire en termes de performance, quoi. Alors, à partir du moment où vous allez utiliser des orchestrateurs, ben, vous allez être confronté au fait qu'il y aura plusieurs applications avec différents types de fonctionnements qui vont tourner sur les clusters. Et donc, vous aurez des effets de... parfois, vous avez le risque que certaines applications prennent toutes les ressources du cluster et donc à pas que les autres applications soient le même nœud. Donc là, faites attention, si vous faites ça, ça veut dire impérativement limiter les capacités CPU, RAM, idéalement I/O des conteneurs. Alors, faites attention aussi, hein, c'est chacun des orchestrateurs arrive avec plein de nouveaux concepts. J'ai mis quelques exemples là, j'entre pas dans le détail, hein, quel qu'il soit, qui se mappent pas forcément bien d'un orchestrateur vers l'autre et qu'il faut bien comprendre. Et ensuite, chaque orchestrateur vient avec un agent sur les machines qui va piloter ce qui se passe sur le host où vous allez faire tourner les conteneurs. Et ces agents font vraiment plein de choses, quoi. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont une idée détaillée de ce que font le kubelet ou le kubelet proxy ou le kube proxy dans Kubernetes ou l'agent ECS. Alors, par exemple, l'agent ECS, dans les choses un peu surprenantes, par défaut, il fait du clean-up d'image, quoi. Donc voilà, il faut le savoir, hein, c'est plutôt une bonne idée, mais comme ça, a priori, on ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse, quoi. Donc voilà, faites bien attention, lisez bien les docs de ces trucs-là, parce qu'ils font vraiment beaucoup de choses et c'est important de le savoir. Alors, le message que je voulais donner sur la partie déploiement, c'est pas forcément nécessaire d'utiliser un orchestrateur. Il y a plein de solutions très robustes qui marchent bien pour ça. Typiquement, vous pouvez utiliser des outils de déploiement classiques comme Ansible, Puppet, pour dire j'assigne tel conteneur à telle machine. Ça marche très bien, c'est éprouvé. Alors, dans ce cas-là, on utilise plutôt Docker comme un outil de packaging applicatif et on déploie avec les outils classiques. Ça marche. Dans un monde plus cloud, on peut faire des images de VM avec les images des conteneurs et les démarrer au démarrage des instances. C'est pareil, hein, ça marche aussi très bien, c'est très robuste, c'est facile à diagnostiquer. Alors, bien sûr, hein, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités des orchestrateurs, mais vous n'avez pas non plus la complexité qui va avec. Et si vous commencez à faire du Docker en production, moi, je peux que vous recommander de commencer comme ça, parce que ça vous permet de commencer simple, de bien comprendre comment marche Docker, et ensuite, dans le temps, quand vous aurez besoin de fonctionnalités plus fournies, vous serez déjà fait la main sur Docker lui-même. Donc, OK, alors on a déployé nos conteneurs, maintenant on a une solution. Et une autre question qui est importante, c'est comment je vais faire en sorte que mes applications communiquent, que mes conteneurs communiquent entre eux. Et là encore, hein, c'est un sujet qui n'est pas forcément évident. Donc la première question, c'est le service discovery. Hein, c'est comment faire en sorte que si je veux parler à un service donné qui va potentiellement être porté par plusieurs conteneurs, je sache à quel IP m'adresser et assez fréquemment à quel port. Alors vous voyez, hein, ce que je dis ici, c'est que Kubernetes et Swarm ont chacun des solutions
plus ou moins complètes pour ça. Il y a des outils externes hein, comme Trafic ou Istio et Envoy qui permettent d'avoir des proxys qui vont avoir la connaissance du cluster et pour vous adresser au service, vous adresserez directement au proxy. Il y a des solutions complètement externes comme Consul, hein, qui d'ailleurs peut marcher avec les reverse proxy aussi. Ce qui est important, c'est qu'il y a pas mal de solutions, mais gardez bien en tête qu'elles sont extrêmement différentes en termes de technologie. C'est qu'elles veulent adresser le même type de problème, donc la communication entre services, mais elles font ça de manière extrêmement différente. Alors, il y a souvent quand même une partie DNS dedans, et ça, j'insiste sur le fait que c'est aujourd'hui un très gros problème côté client. Typiquement, hein, les outils qui s'appuient sur le DNS pour le discovery, ils s'appuient sur le fait que, comment ils vont faire hein, ils vont faire des enregistrements très dynamiques, c'est-à-dire qu'en fait l'enregistrement va changer chaque fois qu'un conteneur va bouger, ou que le service qu'un conteneur va disparaître, qu'un conteneur va apparaître. Et pour la résilience et le load balancing sur du DNS round robin, c'est qu'en fait on va avoir un enregistrement qui va donner toutes les IP des conteneurs qui donnent un service. Alors le problème, si vous verrez, c'est qu'il y a plein d'applications qui ne savent pas du tout gérer ça nativement ou qui ne le font pas par défaut. L'exemple classique, hein, c'est HAProxy, Nginx, Varnish, qui par défaut font la résolution, quand vous mettez un DNS pour un back-end, font la résolution au démarrage une seule fois et c'est terminé, quoi. Pour HAProxy, c'est encore pire. Par défaut, alors ça va changer bientôt, par défaut, il fait une seule fois la résolution et il prend qu'une IP. Vous imaginez, si vous avez des choses qui bougent beaucoup, pas mal de services, en termes de load balancing, c'est pas génial. Dans les choses qui sont aussi compliquées côté client, c'est que si vous avez des ports dynamiques pour vos services, la façon de le faire avec du DNS, qui normalement renvoie que des IP avec l'enregistrement classique, c'est de le faire avec des enregistrements SRV, hein, donc des enregistrements qui donnent l'IP et le port. Là encore, côté client, si vous avez une librairie, par exemple Redis, qui sait aller lire un enregistrement SRV, c'est assez rare, quoi. Donc ça, c'est pour la partie discovery. Ensuite, il y a toute une question sur, donc là, c'est quelle IP donne un service, et après, il y a la question sur où se trouve telle IP, quoi, où se trouve l'IP du conteneur en question. Donc ça, c'est vraiment la partie communication réseau IP entre les conteneurs. Et là, c'est pareil, hein, c'est encore un sujet qui est en pleine ébullition. Donc sur la partie chemin des données, il y a plusieurs solutions. Donc soit utiliser l'IP des hosts en faisant du NAT, soit faire du routage ou faire des overlays avec plusieurs technologies. Donc ça, en termes de... Aujourd'hui, ça semble vraiment converger vers soit du routage natif quand c'est possible, c'est en général le cas dans le cloud, soit des overlays, et c'est plutôt VXLAN qui prend le dessus. Donc ce domaine-là va à peu près bien. Le domaine où encore aujourd'hui il y a beaucoup de travail sur la partie control plane, c'est comment on distribue ces informations sur tous les hosts. Alors il y a plein de façons de le faire, mais vous voyez en bas les plugins que j'ai mis à droite. C'est une liste complètement non exhaustive de plugins qui font ça, qui ont leur propre mécanisme de distribution d'adresses dans le cluster. Et donc c'est des solutions qui techniquement marchent, mais qui sont encore assez jeunes. Donc moi, c'est un sujet que je connais assez bien. Tout à l'heure, Fabien disait que je vais faire un talk à la DockerCon justement sur ça. Et ce que je dis, c'est que c'est quand même un sujet qui est compliqué et qui est extrêmement dynamique, tant sur la partie vraiment routage et IP que sur la partie discovery. Si vous n'en avez pas besoin tout de suite, attendez. Je pense que clairement, les solutions vont mûrir dans les années qui viennent et qu'on sera beaucoup plus serein dans un an probablement sur ces questions-là. Les standards vont probablement émerger et ça va se standardiser. Il n'y aura plus grand-chose. Enfin, les choix seront assez naturels, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment pas encore le cas. Alors, une autre question, on a parlé du déploiement et de la communication entre les conteneurs. Une question qui est importante, c'est comment je mets à jour mon application. Donc j'ai une nouvelle version de l'application, il faut la mettre à jour. Alors, tous les orchestrateurs ont des solutions de rolling update et vous disent c'est très facile. Pour mettre à jour vos conteneurs, il suffit de faire du rolling update. Effectivement, hein, c'est compris dans Swarm, Kubernetes et ECS. Faites juste attention parce qu'en fait, le principe du rolling update, c'est qu'il faut quand même garantir l'état de la nouvelle version de l'application et donc il faut que vos health checks soient bien représentatifs. Parce que sinon, ce que vous risquez de faire, c'est qu'à la fin du rolling update, vous avez la nouvelle version de l'application qui ne marche pas et plus l'ancienne, quoi. Et ensuite, alors, nous, ça fait longtemps qu'on fait du cloud et dans un monde plus VM, on encourageait beaucoup les gens à faire des déploiements plus fins que ça, avec plus de tests, en faisant du blue-green. D'accord? Donc le blue-green, c'est quoi? Je déploie une version blue de l'application, je déploie la green, je teste la green et je bascule. Aujourd'hui, dans le monde des conteneurs, il n'y a pas de solution native pour faire ça. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train d'apparaître, il y a plein d'outils qui commencent à aborder ces problèmes-là, mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour le faire. Prenez-le quand même bien en considération, parce que ça fait partie des choses où aujourd'hui, on considère que dans le déploiement d'applications, c'est quand même vraiment intéressant de pouvoir faire ça.
Dans la même veine, hein, pour faire du canary, hein, si on veut dire que 1%, 5%, 10% du trafic est servi par la nouvelle application, aujourd'hui, il n'y a rien de natif. Il y a des outils qui permettent de le faire, mais il faut les intégrer. Là encore, hein, c'est un petit peu comme le service Discovery tout à l'heure, hein, ça reste des questions qui sont jeunes, qui impliquent d'utiliser d'autres outils. Prenez bien le temps de regarder exactement de quoi vous avez besoin et de comment faire tout ça. J'arrive à la fin. C'est quand même un sujet important. Alors, je ne vais pas en parler trop longuement, puisque tout à l'heure, il y aura un talk spécifique de Datadog sur la question du monitoring, mais je voulais quand même en parler très rapidement. Évidemment, maintenant que vous avez votre plateforme, vous savez déployer et mettre à jour. Et une grosse question, c'est comment je fais pour être sûr que ma plateforme fonctionne bien. Alors, il y a plein de choses à monitorer. Donc, il y a le host, bien sûr. Donc, ça, c'est assez naturel. Les conteneurs eux-mêmes en termes de CPU de mémoire. Mais aussi, il y a les applications qui sont dans les conteneurs. Et pourquoi ça, c'est difficile? C'est parce qu'en fait, si jamais vous avez un orchestrateur et que vos conteneurs bougent de machine en machine, ben en fait, l'application qui tourne sur une machine, elle va changer. Et l'agent de monitoring, vous allez probablement en avoir un par machine. Et donc, il va falloir que cet agent de monitoring il se reconfigure en fonction des applis qui tournent. Et donc, forcément, il y a un lien avec le service Discovery dont on parlait tout à l'heure. Là encore, j'entre pas dans le détail. Je pense que tout à l'heure, vous aurez Datadog qui va parler de ça plus en détail. Faites bien attention, hein, le monitoring, c'est différent de ce qu'on avait avant. Quand on monitorait des serveurs, le cycle c'était beaucoup plus statique. Là, c'est très dynamique. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué à monitorer. Il faut monitorer des services, mais il faut aussi avoir des vues par conteneur, parce que de temps en temps, on a un service qui est assuré par 4 conteneurs, et dans ces 4 conteneurs, il y en a un qui a un problème, et avec une vue juste moyenne, c'est assez difficile de savoir quel est ce problème. Je vais conclure. Je ne veux pas du tout vous décourager, hein, de faire du Docker en production. Ça marche. Je veux juste vous dire que si jamais vous commencez, faites progressivement. Essayez pas forcément dès aujourd'hui de mettre en place les solutions les plus à la mode dont tout le monde parle. Faites-vous la main sur les couches bases du fonctionnement de Docker. Bien comprendre comment fonctionne Docker. C'est pareil, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. C'est déjà relativement compliqué. Hein. Toutes les technologies d'isolation, de sécurité, de partage de ressources sont très puissantes mais complexes. Donc, faut bien comprendre. Et garder en tête que ça bouge encore vraiment beaucoup et ça bouge vite, quoi. Donc, si on voit l'histoire, hein, aujourd'hui, en gros, la guerre du runtime, si vous vous souvenez un peu, Rocket et Docker, c'est quasiment terminé. Rocket a finalement perdu, et puis Docker a fait l'effort de séparer son engine en plusieurs morceaux pour que ça se passe bien avec la communauté Kubernetes, par exemple, avec Containerd. Donc, il y a des choses qui sont en train vraiment de devenir, c'est à peu près acquis, mais il y a encore des morceaux qui sont encore très jeunes et où l'écosystème bouge beaucoup. Donc prenez bien ça en considération quand vous déploierez. Et donc voilà, ce que je vous disais, faut commencer simple. Alors je pense qu'on n'aura pas trop le temps pour les questions ce matin. Moi je suis là toute la journée, donc si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler. Vous pouvez aussi me pinguer sur Twitter si vous voulez avec plaisir. Et là je pense que... Ouais. Ah oui, ok. Donc si vous avez des questions, on peut en prendre une ou deux sans problème. Oui, bonjour Pascal. Moi j'ai une question sur la sauvegarde. Oui. Et en particulier, j'avais cru comprendre qu'il fallait éviter de mettre de la data dans un container. Est-ce que c'est bien le cas Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, sur la partie conteneur avec des datas. Donc aujourd'hui, moi je ne recommande pas, si vous pouvez l'éviter, de mettre des conteneurs stateful, donc des conteneurs type base de données, de les déployer. Ce n'est pas forcément une bonne idée parce que ça ajoute de la complexité. Pour tous les conteneurs stateless, il n'y a pas besoin de backup. D'accord, puisque forcément il n'y a pas d'état, il suffit de redéployer l'image. Si vous avez de la data, elle sera très probablement pas stockée dans les Union File System de Docker, mais sur un volume ou sur un volume distant. Et dans ce cas-là, c'est lui qu'il faudra backuper, sachant que vous avez peut-être des problématiques en termes de consistance. Donc ça veut quand même potentiellement dire que la base de données, il faut lui dire attention, mets les fichiers en mode consistant, que je puisse les backuper. C'est pas anodin, quoi. Il y avait une autre question ?
Je suis obligé de répondre à cette question. Alors, il y a des gens de Red Hat dans la salle ou... Non, alors en fait, la problématique avec les solutions comme OpenShift, c'est qu'en fait, elles masquent la complexité encore plus que les solutions comme Kubernetes, parce qu'en fait, OpenShift, c'est un Kubernetes managé plus plein de choses. Et moi, j'ai fait beaucoup de production dans le passé. Et tous les outils qui masquent la complexité sont des choses dont je me suis beaucoup méfié et je pense dont il faut se méfier, quoi. C'est-à-dire que le jour où vous aurez un problème avec OpenShift et que ce problème sera dans le monde OpenShift ou dans Kubernetes ou dans l'engine Docker qui tourne, eh ben, il faudra quand même retraverser toutes les couches, quoi, et les comprendre. Et donc, je ne dis pas du tout qu'OpenShift est une mauvaise solution, je dis juste que pour commencer, c'est difficile. Alors, en termes d'approche, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut s'appuyer sur le support de Red Hat, l'expertise Red Hat pour la mise en place. Le problème, c'est que le jour où ça va tourner, est-ce que vous voulez avoir des gens de Red Hat pendant longtemps avec vous pour vous accompagner? Enfin, voilà, c'est ça qui n'est pas évident. Je pense vraiment que vous aurez nécessairement des problèmes avec des solutions comme OpenShift qui viendront des couches du dessous et de leur bonne compréhension. Et donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faudra monter en compétence sur toute la stack, hein, du conteneur jusqu'à OpenShift, quoi. Donc, la solution peut être fonctionnellement très bien. Mais en revanche, en termes de complexité, c'est une grosse complexité, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Laurent.